L'Ukraine frappe chaque semaine la Russie là où ça fait mal. Nous ne parlons pas de provoquer des milliers de victimes sur le champ de bataille, même si cela se produit bel et bien. Nous ne voulons pas non plus dire que l'Ukraine détruit de nombreux blindés et systèmes de défense aérienne, même si cela arrive. Nous parlons du véritable coup de maître de l'Ukraine. Des frappes incessantes contre les raffineries de pétrole russes. Ces frappes ont tant réduit la capacité de raffinage russe que Vladimir Poutine commence à désespérer. Le président russe n'a pas d'autre option. Poutine est allé supplier la Biélorussie pour obtenir de l'aide, car l'Ukraine a tout pris à la Russie. Quand nous disons tout, nous le pensons. Le 1er octobre, le Kiev Post a publié un article dans lequel il soulignait que les frappes de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole russes ont désormais éliminé 38% de la capacité de raffinage de la Russie. C'est un tiers du raffinage russe qui a disparu, évaporé dans la nature. Du moins, jusqu'à ce que la Russie parvienne à réparer les dégâts causés par l'Ukraine. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. L'Ukraine vise les raffineries russes depuis 2024, mais sans grands effets au départ. Aujourd'hui, sa stratégie a changé. Elle ne frappe pas une raffinerie, puis attend que la Russie la répare. L'Ukraine frappe une raffinerie à plusieurs reprises, empêchant la Russie de la remettre en service. Les réparations progressent lentement, et quand elles finissent, une autre zone de la raffinerie est déjà endommagée à réparer. En outre, les pièces nécessaires à ces réparations manquent en raison des sanctions occidentales. Et c'est grâce à cette combinaison de sanctions et à la stratégie de l'Ukraine que la Russie se retrouve aujourd'hui à avoir perdu 38% de sa capacité de raffinage. Et il est fort probable qu'elle en perde encore davantage à mesure que la guerre se prolonge. Le Kyiv Post fournit ces chiffres grâce à l'agence d'intelligence de marché Ciala. Les frappes ukrainiennes ont mis hors service 338 000 tonnes par jour de capacité de raffinage pétrolier russe. Cela a entraîné une baisse de la production collective d'essence de la Russie d'environ 1 million de tonnes, ce qui cause des ravages sur le marché intérieur du pays. Selon le Kyiv Post, la Russie ne couvre pas 20% de la demande d'essence de son marché intérieur. Cela complique les efforts de Poutine pour contrôler son peuple. Poutine ment et manipule pour garder le contrôle et retenir l'information. Il prétend que la Russie réussit mieux qu'en réalité contre l'Ukraine et que son ennemi va capituler. Il est bien plus difficile de faire ces affirmations quand vos citoyens patientent des heures pour avoir une chance d'obtenir une essence autrefois abondante. Chaque jour, la crise de l'essence en Russie empire. Dans un article du 29 septembre pour Forbes, David Embling détaille la crise. Il dit qu'une pénurie qui a commencé dans certaines régions périphériques de la Russie, considérées comme moins importantes par Vladimir Poutine, s'est aggravée. Les pénuries d'essence touchent désormais tout le pays. La hausse des prix, les files d'attente, le rationnement et parfois des pompes à sec sont devenus quotidiens en Russie, écrit Hambling, illustrant comment l'Ukraine a imposé une nouvelle normalité et démontrant que chaque mot de Vladimir Poutine sur la guerre est mensonger. Les prix sont un problème. Hambling précise que dans certaines régions, le prix de l'essence atteint 452 $ le gallon, ce qui s'approche dangereusement du double du prix moyen officiellement annoncé par la Russie, soit 266 $. La tromperie est évidente. La Russie affiche un prix, mais sa population paie davantage. Selon Euromaidan Press, dans un rapport du 1er octobre, les prix ont fortement augmenté depuis début 2025. Entre janvier et aujourd'hui, les prix de gros de l'essence ont bondi de plus de 40%, l'indice d'octane 92 atteignant 880 $ la tonne et l'indice d'octane 95 850 $. Ces prix plus élevés sont répercutés sur le consommateur si les stations-service peuvent encore obtenir de l'essence chère. Poutine a supplié la Biélorussie en cherchant désespérément une solution à ces problèmes majeurs. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Pour revenir aux problèmes dans les stations-service, Euromaidan Press ajoute que les pénuries sont si graves que des restrictions sont en place dans plusieurs régions. D'après ce média, plus de 20 régions font face à des pénuries. La Crimée, que la Russie a occupée, a fixé une limite de 30 litres, soit environ 65 gallons par achat et par client. D'autres régions ont des restrictions encore plus strictes, certaines allant jusqu'à seulement 10 litres. Cela représente un peu plus de 2,5 gallons. Par exemple, une berline moyenne a besoin de 12 à 16 gallons pour un plein. Cela signifie que, dans certaines de ces régions touchées, le mieux que puisse espérer un Russe moyen, c'est un demi-plein, avant qu'il ne passe à autre chose. Hambling ajoute ceci. Il dit que certaines chaînes régionales russes ont limité non seulement la quantité d'essence que les clients peuvent acheter,
mais aussi quels clients peuvent acheter tout court. Une chaîne régionale vend uniquement aux clients, avec carte carburant pour flotte, tandis qu'une autre refuse désormais ces cartes. Hamling déclare « Ce ne sont pas des mesures d'entreprise en bonne santé, mais de la panique. Ce sont des chaînes de stations-service qui font tout ce qu'elles peuvent pour étirer leur stock décroissant de leurs produits principaux, alors que les frappes ukrainiennes entraînent de nouvelles restrictions qui pénaliseront davantage ces entreprises. Les fermetures de stations-service se multiplient. Dans certaines régions, les parents ne peuvent pas plus chercher leurs enfants à l'école. Et malgré le fait que les dirigeants russes fassent de leur mieux pour convaincre le public que tout va bien, interdisant même la diffusion d'images de frappes de drones sur les raffineries, Poutine doit affronter la réalité en Russie. Ces pénuries montrent au peuple russe que de mauvaises choses se passent. L'un des pays les plus riches en pétrole au monde est en train de manquer d'essence, et cela ne peut s'expliquer que par une seule raison. L'Ukraine détruit les raffineries de la Russie. Le 1er octobre, le Moscow Times affirme clairement que Poutine ne peut dissimuler la crise de l'essence en Russie. Il souligne que beaucoup des grands pontes de l'industrie pétrolière russe essaient de présenter la situation actuelle comme une période temporaire de pénurie qui sera bientôt résolue. Mais ce n'est pas le cas. Le Moscow Times affirme que ces pénuries ne sont pas un simple désagrément en temps de guerre, mais un signal d'alarme, un énorme drapeau rouge qui montre aux Russes moyen que d'énormes fissures apparaissent dans l'économie de guerre. Poutine a lancé une opération militaire spéciale censée durer quelques jours, mais elle se prolonge depuis des années. Pendant ce temps, la Russie plonge davantage dans la récession. La Banque pour le développement économique extérieur, banque publique de développement finançant les grands projets d'État, anticipe une baisse du produit intérieur brut de 0,6% sur 2 trimestres consécutifs. Une récession technique classique, rapporte le Moscow Times. Réfléchissez à ce que cela signifie dans le contexte des hausses du prix de l'essence que nous avons mentionné plus tôt. Une économie en contraction réduit l'argent disponible pour le public. Déjà pressé jusqu'au dernier rouble pour la nourriture, et maintenant pour l'essence. Quelque chose doit changer. Et cela pourrait être la perte de pouvoir de Poutine, qui refuse de quitter la présidence. Désespéré, il a rampé vers une nation longtemps perçue comme un état fantoche de la Russie. La Biélorussie et la Russie entretiennent une relation généralement stable, mais parfois conflictuelle sur l'énergie. La Russie n'a coupé le gaz à la Biélorussie pour n'être qu'en 2010. La relation entre les deux nations n'a jamais été aussi idyllique, vu le rôle de la Biélorussie dans l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Avec la Russie en difficulté, la Biélorussie n'est plus seulement influencée par Poutine, mais devient celle vers qui il se tourne pour sauver la Russie. Il y a un problème avec cette approche. La Biélorussie est peut-être disposée à aider la Russie, mais elle n'en est peut-être pas capable. Euromaidan Press indique que le 30 septembre, la Commission économique eurasiatique, regroupant la Russie et la Biélorussie, a suspendu temporairement les droits d'importation sur tous les carburants. C'est évidemment une mesure destinée à aider la Russie dans son moment de besoin. La Russie peut désormais acheter massivement des produits pétroliers raffinés à la Biélorussie sans taxe d'importation. La Russie a besoin de cette capacité. Selon Euromaidan Press, les frappes ukrainiennes sur les raffineries obligeront la Russie à 9 mois pour résoudre sa crise temporaire de carburant. Cela suppose que l'Ukraine ne frappe plus les raffineries russes, ce qui est audacieux vu l'efficacité de cette stratégie pour l'Ukraine. Revenons à la suspension de la Commission économique eurasiatique. Cela a mis la Russie dans une position où elle a interdit les exportations de carburant vers d'autres nations, tout en lui permettant de se préparer à des importations massives de carburant depuis ses voisins beaucoup plus petits. C'est un accord aussi déséquilibré que possible, et c'est vers la Biélorussie que Vladimir Poutine s'est tourné. Au départ, la Biélorussie n'était pas particulièrement réceptive. Lorsque les taxes Clamptons à l'importation étaient en vigueur, la Russie offrait à la Biélorussie moins de $1000 par tonne d'essence. La Biélorussie pouvait obtenir entre 1300 et 1900 $ par tonne sur le marché international. Elle refusait de vendre ce que Poutine cherchait pour gérer la crise du pétrole raffiné en Russie. En août, Euromaidan Press rapporte que la Biélorussie va limiter ses livraisons de carburant à la Russie. En réalité, la Biélorussie a vendu 36% plus de produits qu'aux pétroliers à la Russie via la bourse de Saint-Pétersbourg entre juillet et septembre qu'à la même période en 2024. Cela représente 97 000 tonnes de produits pétroliers, principalement de l'essence et du diesel pour la Russie. Les ventes de ces deux produits de la Biélorussie à la Russie ont fortement augmenté en septembre. En septembre, la Biélorussie a vendu 168% d'essence et 83% de diesel, en plus à la Russie qu'en août.
Tous les signes indiquent donc désormais que la Biélorussie est prête à vendre de l'essence et du diesel pour aider la Russie. Les appels de Poutine et la suspension des droits d'importation ont sans doute été efficaces. Nous avons évoqué que la Biélorussie pourrait vouloir vendre plus de produits pétroliers à la Russie, mais pourrait ne pas en avoir la capacité. La Biélorussie dépend fortement de ses raffineries pour couvrir la demande intérieure en essence. Euromaidan Press explique la raison du problème. Selon le média, les raffineries biélorusses ont une capacité de production annuelle de seulement 3 à 4 millions de tonnes d'essence, dont 2 millions de tonnes sont consommées localement, tandis que la Russie consomme à elle seule 3 millions de tonnes d'essence en un seul mois. Vous voyez probablement le problème. Partout. Entre la moitié et les 2/3 de la production d'essence du Bélarus sont déjà destinés à son marché intérieur. Cela ne laisse que 1 à 2 millions de tonnes d'essence pour l'année. Ces chiffres conviennent à une petite nation tant qu'elle n'est pas sous pression pour produire davantage. La Biélorussie produit assez d'essence pour elle-même, et en vend l'excédent pour soutenir son économie. Cependant, cet excédent annuel ne couvre même pas un mois de consommation d'essence en Russie. Surtout à un moment où la Russie consomme plus d'essence que jamais à cause de la guerre, Poutine mendie des miettes. Et même si la Biélorussie est prête à laisser tomber ces miettes de la table, elles sont loin d'être suffisantes pour répondre aux énormes besoins en essence de la Russie. La Biélorussie a toutefois une autre façon d'aider la Russie. Le 26 septembre, Reuters a indiqué que la Biélorussie envisageait de fournir de l'énergie nucléaire aux régions occupées d'Ukraine. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a proposé cette idée à Poutine lorsque les deux se sont rencontrés pour des discussions au Kremlin plus tôt en septembre. Loukachenko a déclaré qu'en cas de décision, la construction d'une nouvelle unité ou centrale débutera immédiatement si l'ouest de la Russie et les régions libérées ont besoin d'électricité. C'est utile dans une certaine mesure. Poutine peut utiliser toute l'aide possible lorsqu'il s'agit de fournir une quelconque énergie aux régions occupées de l'Ukraine. Cependant, cette offre n'aide pas beaucoup la Russie à résoudre sa crise de l'essence. Poutine ne peut pas dire que le nucléaire biélorusse remplacera l'énergie de l'essence. La Russie génère surtout son électricité avec du gaz et du charbon, le reste venant des renouvelables. L'essence n'est pas concernée. Donc Loukachenko donne à Poutine des oranges alors qu'il veut des pommes. Encore une fois, nous revenons au point que nous avons évoqué plus tôt. La Biélorussie est peut-être disposée, mais elle n'en a pas les moyens. Peu importe combien Poutine supplie, la Biélorussie ne peut offrir qu'un simple pansement pour la plaie béante que représente actuellement la crise de l'essence en Russie. Et la Biélorussie n'offrira guère plus. Loukachenko sait qu'il ne peut pas nuire à son peuple juste pour satisfaire Poutine, qu'il le veuille ou non. Même si le président biélorusse décidait de vendre toute l'essence produite à la Russie, cela ne suffirait tout de même qu'à couvrir environ un mois de la consommation de la Russie. Poutine doit le savoir, ce qui montre à quel point il est désespéré. Même une faible quantité d'essence fournie par la Biélorussie est précieuse, alors que la Russie subit des pénuries grandissantes dues aux frappes ukrainiennes. Cela soulève la question de l'avenir de la Russie, qui semble sombre. La situation du pétrole raffiné en Russie ne va pas s'améliorer, car les frappes de l'Ukraine deviennent seulement plus fréquentes et plus intenses. Le 28 août, l'Ukraine a battu son record en arrêtant le raffinage russe, rapporte Reuters. Les drones ukrainiens ont neutralisé 31 millions de tonnes de capacité de raffinage russe ce mois-là, totalisant 64 millions à l'arrêt. Avec la maintenance prévue, cela augmentait de 65% par rapport aux estimations précédentes. Et Vladimir Poutine aurait espéré que la situation ne pourrait pas empirer à partir de là. Mais c'était possible, et c'est ce qui s'est passé. Le Kiev Post rapporte que les coupures de septembre ont dépassé celles d'août, déjà record. Jour après jour, l'arrêt des raffineries en septembre a dépassé les 206 000 tonnes par jour d'août. Les pires mois de la Russie au-delà de cela ne s'en approchent même pas. En mai 2022, 196 000 tonnes de raffinage russe par jour ont été arrêtées. En mai 2020, un autre pic a été atteint, avec seulement 164 000 tonnes par jour. Des records tombent, mais pas ceux que Poutine souhaite. En résumé, l'Ukraine a adopté et maintient une stratégie gagnante. Il n'y a absolument aucune raison de croire que l'Ukraine va soudainement arrêter ses frappes sur les raffineries, maintenant que la Russie fait face à une crise de l'essence. Elle a aussi touché plus de 24 grandes raffineries russes depuis début août. Le Kiev Post rapporte qu'environ 70% des pannes dans ces raffineries sont dues aux drones ukrainiens. La Russie paraît impuissante face à ces frappes, ce qui constitue le principal problème de Poutine. La Russie a perdu 1224 de ses systèmes de défense aérienne depuis que Poutine a lancé son invasion, selon le ministère ukrainien des Finances. L'ampleur même de ces pertes crée une situation où les défenses intérieures de la Russie sont mises à rude épreuve.
Si Poutine ne transfère pas les défenses aériennes russes vers l'Ukraine, l'Ukraine pourra causer plus de dégâts à ses forces. En déplaçant ses défenses aériennes, Poutine crée des failles que l'Ukraine compte exploiter avec ses drones longue portée. L'Ukraine construit déjà des millions de drones chaque année. Selon le Conseil de l'Atlantique, le total annuel actuel de 5 millions de drones en Ukraine pourrait être doublé avec un financement occidental, ce qui donnerait à l'Ukraine suffisamment de drones pour submerger complètement les défenses aériennes russes. Et devinez quoi ? Le 1er octobre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un nouvel accord avec l'Ukraine. L'Union européenne va allouer 2 milliards d'euros, environ 235 milliards de dollars à l'Ukraine pour produire des drones. L'Europe reconnaît la stratégie gagnante de l'Ukraine, qui pourra ainsi fabriquer davantage de drones longue portée. Poutine a dû aller en Biélorussie, casquette russe à la main. Un retour brutal à la réalité pour lui. La crise actuelle n'est pas le résultat de la stratégie ukrainienne, mais seulement son commencement. Avec plus de drones construits que jamais auparavant, les frappes de l'Ukraine contre les raffineries vont probablement devenir plus fréquentes et plus puissantes. Dans quelques mois, les 38% de la capacité de raffinage de la Russie actuellement hors service pourraient passer à 50% voire plus. Le pansement biélorusse ne suffit plus à résoudre le problème. Et cela finira par ne plus avoir d'importance, si l'Ukraine continue simplement à faire ce qu'elle fait. La crise du carburant en Russie est aggravée par les frappes ukrainiennes qui affectent aussi l'économie du pays. C'est selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, qui affirme que les attaques de l'Ukraine sur le territoire russe ont coûté à Poutine plus de 74 milliards de dollars. Depuis janvier 2025, cela équivaut à environ 4% du produit intérieur brut annuel russe. Cela peut paraître faible en pourcentage, mais c'est une perte importante pour un pays déjà en crise économique. Donc non, les frappes de drones de l'Ukraine ne vont pas s'arrêter. Elles donnent trop de résultats favorables à l'Ukraine, donc Poutine ne peut plus espérer qu'elle va céder. La crise du carburant en Russie, qui va déjà prendre au moins 9 mois à être résolue, ne va faire qu'empirer. Ce que nous voyons peut-être ici, c'est la lente agonie de l'une des superpuissances énergétiques mondiales en temps réel. Après tout, la Russie est bâtie sur une base de vente de pétrole et de gaz. Selon l'Institut d'Oxford pour les études énergétiques, le pétrole et le gaz comptent pour environ 20% du produit intérieur brut russe, et jusqu'à 50% des recettes fédérales. Plus l'Ukraine frappe les raffineries et infrastructures énergétiques russes, plus ces chiffres diminuent chaque année. La Russie ne peut pas vendre un produit qu'elle produit si peu qu'elle ne satisfait même pas son marché intérieur. L'appel désespéré de Poutine à la Biélorussie a reçu une réponse, mais cela ne changera rien vu la faible production d'essence du pays. Poutine n'a qu'une seule issue à cette crise. Il doit mettre fin à la guerre en Ukraine avant que la guerre en Ukraine ne mette fin à lui. La Russie a catégoriquement échoué à prendre Pokrovsk lors de l'offensive d'été. Franchement, elle aurait dû tirer la leçon lorsque le centre logistique vital a tenu bon, et que tous les petits gains réalisés par la Russie autour de la ville ont commencé à être annulés. Vladimir Poutine ne tire jamais de leçon. Au lieu de se retirer de Pokrovsk, il a ordonné à ses troupes épuisées de continuer les assauts. Et ce faisant, Poutine crée un bain de sang. La dernière attaque désespérée de la Russie contre Pokrovsk s'est jetée droit dans le broyeur de viande ukrainien, ce qui signifie encore plus de soldats russes morts, et la poursuite d'une stratégie défensive qui a stoppé la Russie dans son élan. Le 30 septembre, Euromaidan Press a indiqué que l'Ukraine avait récemment renforcé son contrôle près de Pokrovsk, en menant des contre-attaques sur plusieurs positions clés. L'objectif de l'Ukraine est clair. Après avoir laissé la Russie occuper des villages près de Pokrovsk, créant un risque d'encerclement, l'Ukraine répare les dégâts. Et ce faisant, l'Ukraine coupe les troupes russes restantes de leur renfort, créant ainsi des poches de soldats, qui n'ont aucun moyen de riposter, et aucune possibilité de s'échapper. C'est la partie la plus importante de la stratégie pour l'Ukraine. Tout au long de l'été, les forces russes se sont épuisées en prenant ces petits villages, épuisés et en attente de renforts. Ils n'ont pas pu empêcher l'Ukraine de les encercler, piégés dans des régions qu'ils pensaient occuper. La Russie essaie bien sûr d'envoyer des renforts, mais la stratégie d'encerclement de l'Ukraine fait que ces renforts sont eux aussi pris au piège. Ils se précipitent dans un hachoir à viande qui les broie et les rejette avant d'atteindre leur but. Les forces épuisées piégées par l'Ukraine et les renforts sont sous le feu croisé ukrainien, selon Euromaidan Press. Quant aux troupes piégées, elles manquent de temps. Une grande partie des combats se concentre sur Dobropilya, selon Euromaidan Press. Dobropilya, moins importante que Pokrovsk, reste stratégique, car elle donne accès à une autoroute clé, aidant la Russie à viser Pokrovsk.
Cependant, le mois de septembre a été mauvais pour la Russie à Dobropilia. Au 12 septembre, Al Jazeera indiquait que la Russie visait Dobropilia, mais perdait davantage de terrain qu'elle n'en gagnait. Le média rapporte que le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Siersky, a déclaré que la Russie avait conquis environ 1350 km² dans la région, mais perdu ensuite 26 km². Un tel ratio n'est pas viable pour la Russie et prouve que les pièges ukrainiens contre les forces russes fonctionnent dans la région. Au 22 septembre, Ukraine Informed rapportait que la Russie lançait toujours des assauts à Dobropilia, mais tous échouaient. Les contre-offensives de l'Ukraine faisaient des ravages. De plus, la stratégie d'encerclement remplissait son rôle en coupant la logistique de la Russie et en empêchant les renforts d'atteindre la région. Viktor Traoubov, ex-porte-parole du groupe stratégique opérationnel de Dnipro, a expliqué pourquoi la Russie échoue à Dobropilia. Ils se sont infiltrés en petits groupes, à travers la première ligne de défense ukrainienne, puis ont combiné ces petits groupes avec un groupe plus important, ont occupé des positions et ont tenté de percer. Ils ont ensuite essayé de fortifier ce qu'ils avaient déjà capturé et d'amener des renforts, a expliqué Traoubov. À un certain moment à cette étape, ils ont commencé à échouer. Grâce à des contre-mesures efficaces, nous avons commencé à les frapper, ce qui a commencé à détruire leur logistique, et ils ont commencé à perdre progressivement leur position. Cela perdure aujourd'hui. Cette déclaration montre la stratégie adoptée par la Russie durant l'été. Plutôt que de compter sur de grands groupes d'assaut mécanisés qui attaquent en vague, pour épuiser les défenses de l'Ukraine, la Russie envoie maintenant de petites unités pour s'infiltrer. Ces unités, souvent composées de quelques dizaines de soldats, doivent d'abord percer les défenses ukrainiennes, puis se regrouper en une force plus grande, capable de s'installer et d'élargir les brèches pour de prochaines attaques. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les petites unités ont percé, mais l'Ukraine a refermé les brèches et les a piégées sur place. C'est une forme de contre-attaque brillante, et cela va obliger Poutine et ses acolytes à revoir leur stratégie s'ils veulent avoir une chance de prendre Dobropilia, sans même parler de Pokrovsk. Cela nous ramène au rapport du 30 septembre d'Euromaidan Press. Le média affirme que la Russie, de plus en plus désespérée à Dobropilia, s'accroche à cette localité clé pour inverser la situation. Novotoretska était récemment sous contrôle russe, qui comptait l'utiliser comme base pour attaquer Pokrovsk sur plusieurs axes. L'Ukraine a repris l'avantage par une contre-attaque, mais Novotoretska n'est pas totalement libérée. Elle occupe une zone grise, où l'Ukraine ne contrôle que quelques maisons du village. Les drones ukrainiens surveillent le reste de la ville et éliminent tous les soldats russes qu'ils repèrent. Ce manque de contrôle ukrainien a poussé la Russie à penser pouvoir reprendre Novotoretska. Mais pour cela, elle doit trouver un moyen de percer l'essaim de drones de plus en plus dense de l'Ukraine dans la localité. Capturer les opérateurs est la seule chance de la Russie, mais pour que cela se produise, des dizaines, voire des centaines de soldats devront mourir. Poutine est prêt à faire ce sacrifice. Il a envoyé de nouveaux renforts à Novotoretska pour soutenir l'offensive. Cependant, avec autant à perdre pour un gain relativement faible, il faut se poser la question. Pourquoi la Russie tente-t-elle d'accomplir cette offensive désespérée de la dernière chance ? Simple. Tout tourne autour des troupes encerclées dont nous avons parlé plus tôt. La presse Euromaidan dit que reprendre Novotoretska serait le seul moyen pour la Russie de rétablir le lien avec les soldats piégés par l'Ukraine dans la région de Dobropilia. Ces soldats sont attaqués dès qu'ils ont le courage de lever la tête, ce qui les oblige à se terrer en espérant l'arrivée de renforts. Le 26 septembre, United 24 a relayé les propos de Siersky, montrant le succès de la stratégie d'encerclement de l'Ukraine et ses conséquences pour les offensives russes sur Pokrovsk. Siersky prend l'exemple d'une attaque russe prévue près de la rivière Kazeni-Toretsk. La réaction de l'Ukraine à cette attaque reflète ses actions à Dobropilia et dans la région de Pokrovsk. Prévoyant cela, nous avons redéployé des unités militaires. Le plan était de couper le groupement ennemi le long de la ligne de barrage, la rivière Kazeni-Turets, a déclaré Siersky. Les unités ennemies avancées se sont retrouvées piégées dans un sac. En même temps, nous avons fermé cette ligne, grâce aux actions de nos unités de force d'assaut aérien, sur des axes convergents depuis le nord et le sud. L'ennemi est piégé et en cours de destruction. C'est donc la stratégie de contre-offensive de l'Ukraine, et ça marche très bien à Dobropilia. Pour voir l'efficacité, regardez notre vidéo sur les chaudrons de troupes russes créés par l'Ukraine à Dobropilia. Plusieurs chaudrons sont isolés les uns des autres, et de tout renfort. Dans ce contexte, la Russie tente d'envoyer de nouvelles troupes à Novotoretska. Cependant, ces nouveaux soldats russes se retrouvent confrontés à une réalité terrifiante lorsqu'ils tentent leurs assauts. L'Ukraine sécurise habilement toutes les voies d'accès aux poches de soldats russes piégés.
Des drones patrouillent en permanence, surveillant tout signe de mouvement russe sur ses approches. Les forces russes sont constamment observées. L'Ukraine sait où ils se trouvent. Elle sait quelle route ils prendront. Et elle sait quelle route ils devront emprunter. S'ils veulent avoir une chance de rejoindre leurs camarades, dès que des renforts sont assez courageux ou assez stupides pour tenter une avancée, l'Ukraine les prend pour cible. Des drones descendent, et ces soldats sont éliminés avant d'atteindre les lignes de combat ukrainiennes, comme souvent durant la guerre. C'est un véritable hachoir à viande en action. Poutine est coincé dans les décisions qu'il prend. Tenter de prendre Pokrovsk et Dobropilya doit avoir lieu. Ce sont les objectifs de Poutine, et il n'a pas l'intention d'arrêter de les poursuivre. Cependant, la stratégie d'encerclement de l'Ukraine a été si bien exécutée. L'approche de la Russie consistant à utiliser de plus petites unités ne fonctionne tout simplement plus. Il n'y a plus de brèches, seulement des axes surveillés et transformés en zone de destruction par l'Ukraine pour les forces russes. Les troupes près de Novotoretska sont peut-être piégées, mais ce sont les renforts envoyés pour les secourir qui meurent. La Russie n'a progressé qu'en entrant dans une tranchée fortifiée près de Novotoretska, ce qui reste peu réconfortant. Quelques renforts russes pourraient atteindre la tranchée. Mais ensuite, ils n'ont aucune option. Les accès aux poches sont coupés, et sortir de la tranchée expose à de lourdes frappes de drones ukrainiens, selon Euromaidan Press. Il peut sembler étrange de parler de tranchées dans le contexte d'une guerre du XXIe siècle. Cependant, la Russie et l'Ukraine les utilisent toutes deux largement pour se fortifier. Le Monde avait souligné cela en septembre 2023, notant que la guerre de tranchées avait fait son retour dans la guerre en Ukraine. La contre-offensive ukrainienne de 2023, finalement un échec, a beaucoup utilisé les tranchées car l'Ukraine devait s'appuyer sur l'infanterie pour progresser. Il en va de même pour la Russie, qui n'a pas réussi à établir une domination aérienne et utilise donc les tranchées pour aider ses troupes à progresser lentement. Cette approche pose aux deux camps le même problème qu'à l'apogée de la guerre des tranchées durant la Première Guerre mondiale. Un no man's land subsiste entre leurs tranchées. Durant la Première Guerre mondiale, l'artillerie pilonnait régulièrement cette zone, rendant toute traversée presque suicidaire. En Ukraine, l'artillerie reste présente, mais le vrai danger hors des tranchées, ce sont les drones qui guettent ceux qui en sortent. Ces drones n'occupent pas seulement la zone neutre pour traquer toute personne qu'ils trouvent, mais ils lancent aussi des attaques directes contre les tranchées elles-mêmes. Le Conseil de l'Atlantique a déclaré en juillet que l'Ukraine avait rassemblé des drones aériens et terrestres pour attaquer les tranchées. Cela souligne qu'une poignée de soldats russes atteignant une tranchée près de Novotoretska n'aide guère à renforcer les poches de troupes piégées. Donc, le hachoir à viande est en place. La dernière attaque désespérée de la Russie sur Novotoretska ne fonctionne pas. Au lieu de cela, les forces russes se heurtent à des hordes de drones qui les déchiquettent, bien avant qu'ils ne puissent rejoindre leurs camarades. On pourrait dire que c'est une impasse, mais elle profite totalement à l'Ukraine. Les renforts russes restent à l'écart, les soldats piégés sont éliminés progressivement. Les zones grises comme Novotoretska seront libérées, et la Russie perdra plus de territoire qu'elle n'en avait gagné. Pire encore, elle perdra plus de soldats qu'elle n'en avait engagés au départ pour occuper ce territoire. La situation étant critique pour la Russie à Dobropilya, la question est, que va-t-il se passer ensuite? La réponse est simple. Du point de vue russe, comme expliqué, Poutine ne retirera pas ses forces de Pokrovsk. Le dirigeant russe veut cette ville à tout prix. Même lorsque ses troupes sont repoussées, il va continuer à ordonner des assauts. Pour Poutine, la mort et la destruction provoquées par la machine à broyer ukrainienne vaudront la prise de Pokrovsk par la Russie. Cette ville, selon Poutine, est la clé pour prendre toute la région de Donetsk. Pokrovsk est à seulement 20 km de la frontière administrative de Donetsk. C'est suffisant pour Poutine, car atteindre cette frontière signifie que la Russie prend essentiellement Donetsk. Les assauts russes continueront, même si elle a piégé des troupes et des renforts mourant en masse. C'est la réponse de l'Ukraine qui déterminera vraiment ce qui se passera ensuite à Dobropilya et, par extension, à Pokrovsk. Nous savons qu'Olexandre Syrski veut passer bien plus de temps à Pokrovsk et Dobropilya. Le 12 septembre, l'UNN a rapporté que le commandant en chef ukrainien avait visité les secteurs pour discuter de la situation et donner des instructions aux troupes. Cette visite a montré à Olexandre Syrski l'importance de sa présence. Il prendra donc en main le commandement à Pokrovsk et Dobropilya. C'est du moins ce qu'affirme Euromaidan Press, précisant qu'il réunit souvent ses commandants pour planifier la suite, répondre au mouvement russe et garantir que ses forces ont tout le nécessaire pour leur mission.
Sierski n'autorisera plus la négligence dans le commandement qui a permis à la Russie d'avancer vers Pokrovsk au début de l'offensive estivale. Désormais, chaque assaut russe sera immédiatement contré par une réponse qui annulera presque aussitôt l'attaque. Mais au-delà du maintien du nouveau statu quo dans et autour de Dobropilya, Sierski et son corps de commandement ont tourné leur attention vers de nouvelles contre-attaques. La prochaine étape à l'ordre du jour est la région de Volodymyrka. La localité elle-même est sous contrôle ukrainien, et cela depuis un certain temps. Le 25 août, l'Institut pour l'étude de la guerre a cité Volodymyrivka dans une de ses évaluations quotidiennes. L'Ukraine a repris la localité la veille, lors d'une contre-attaque fin août, dans le secteur de Pokrovsk, la libérant du contrôle russe. Cette reprise faisait partie des efforts de l'Ukraine pour empêcher la Russie d'élargir le saillant qu'elle avait créé en direction de Pokrovsk au cours du mois d'août. Cela a fonctionné. L'effondrement du saillant a provoqué un nouvel encerclement des troupes russes. Et Volodymyrivka, autrefois rampe de lancement potentiel pour attaquer Pokrovsk, est devenue une base pour les contre-attaques ukrainiennes. C'est exactement ce que l'Ukraine va faire. Elle contrôle Volodymyrivka. Sierski, selon Euromiden Press, concentrera l'attention de l'Ukraine sur les environs de Volodymyrivka. L'idée ici est de créer un autre mur impénétrable pour empêcher les renforts russes d'atteindre les poches de soldats piégés plus profondément dans Dobropilya. En plus de construire cette barrière, l'Ukraine veut aussi sécuriser les zones grises comme Novotoretska pour pouvoir vraiment libérer ses territoires. Prendre la zone au sud-ouest de Volodymyrivka permet aussi à l'Ukraine de s'emparer des hauteurs près de Dobropilya, un enjeu vital. Euromaidan Press déclare: en regardant la carte topographique, on voit que, en progressant vers le sud-est et en consolidant leur position, les Ukrainiens contrôleront toute la hauteur. Cela sécuriserait le flanc de leur opération vers le sud et empêcherait les Russes de contre-attaquer depuis les hauteurs. L'Ukraine convertit sa défense efficace en occasion de contre-attaquer et regagner du terrain. Cependant, Sierski reconnaît également que les forces renaissantes de la base de Pokrovsk en Ukraine ont un autre défi à relever sous la forme de la 155e brigade de marine russe. Selon Euromaidan Press, cette brigade était responsable du massacre de Boutcha qui a coûté la vie à plus de 1000 personnes dont beaucoup étaient des civils. Avant la libération de la ville par l'Ukraine fin mars 2022, cette brigade de soldats est tristement célèbre, que certains jugent d'élite, était l'une des favorites de Poutine. Cette brigade rejoint toutes les unités de marine russe, dont la 61e brigade d'infanterie navale. David Axe l'a rapporté dans sa chronique Trench Art le 27 septembre. 5 unités de marine opèrent à Pokrovsk et Dobropilya, selon Axe. L'Ukraine doit donc élaborer une stratégie pour les contrer. Cette stratégie est déjà partiellement appliquée. Les renforts que Poutine tente d'envoyer à ses soldats encerclés comprennent des marines. Certains de ces soldats d'élite sont déjà éliminés. Cependant, Poutine voudra probablement utiliser la 155e brigade de Marines pour prendre autant de territoire que possible. L'Ukraine ne peut pas permettre que cela arrive. Sierski opérant maintenant à Pokrovsk et Dobropilya, et le corps Azov ayant aidé à la contre-attaque d'août à Pokrovsk, ces marines seront sans doute neutralisées. L'Ukraine bénéficiera du fait que la 155e brigade de Marines n'est plus que l'ombre de celle qui a semé le chaos à Boutcha. La nouvelle voix de l'Ukraine a indiqué en octobre 2024 que cette brigade avait perdu 2400 soldats depuis l'automne 2022, soit près de 80% de ses effectifs. Poutine a reconstitué la brigade avec de nouveaux soldats, mais ces marines sont moins expérimentés et peut-être moins compétents que les bourreaux originels de Boutcha. La 155e brigade de Marines demeure dangereuse et reste classée parmi les élites russes. Cependant, sa composition diffère, ce qui pourrait faciliter la tâche de l'Ukraine pour la contrer. Ainsi, les deux camps ont leurs stratégies en place. La stratégie de l'Ukraine semble être la meilleure des deux. Cela signifie probablement que davantage de pertes attendent les forces russes qu'à l'avenir. Les opérateurs de drones ukrainiens œuvrent sans relâche pour éliminer les renforts envoyés par Poutine à Pokrovsk, selon Euromaidan Press. Si l'Ukraine sécurise les hauteurs près de Volodymyrivka, les renforts russes auront encore plus de difficultés. Après avoir franchi les drones ukrainiens, il faudra affronter l'artillerie et les soldats embusqués sur les hauteurs. La stratégie de l'Ukraine risque d'aggraver une année 2025 où la Russie a déjà perdu de nombreux soldats en Ukraine. Hachoir à viande! Pour donner un peu de contexte, The Economist a rapporté le 9 juillet que la Russie avait déjà subi 31 000 pertes depuis le début de son offensive estivale en mai précédent. Cette offensive est maintenant terminée. Vous pouvez sans doute doubler ce chiffre pour estimer le vrai coût de la prise de Pokrovsk par la Russie en 4 mois. Le mois de septembre n'a pas été plus clément pour la Russie. Et maintenant, alors que Poutine lance de nouveaux assauts contre une défense ukrainienne mieux préparée qu'au début de l'été,
L'histoire ne risque pas de changer. Davantage de soldats russes se dirigent vers la boucherie. Ceux qui sont coincés dans les poches n'ont aucun espoir, car aucun de ces soldats ne va percer les lignes ukrainiennes. Pour Poutine, la situation à Pokrovsk contredit le récit qu'il diffuse au peuple russe. Il fait face à un problème. La machine de propagande russe a poignardé Poutine dans le dos, car plusieurs voix pro-Kremlin déclarent que la Russie a déjà perdu la guerre. Le récit en Russie évolue. Poutine ne peut rien y changer. La mer Baltique est essentielle pour la Russie à plusieurs niveaux. La Russie, par le biais de l'enclave de Kaliningrad, l'utilise pour intimider l'OTAN avec des tactiques de guerre hybrides. La mer Baltique est une route clé pour les navires de la flotte fantôme russe et désormais considérée comme un lac de l'OTAN, où la Russie doit rester présente. La mer Baltique est aussi pour la Russie une porte vers le nouveau front arctique que Vladimir Poutine veut dominer dans les prochaines années. Les États-Unis ne vont pas permettre que cette domination ait lieu. Les chasseurs de sous-marins américains se multiplient près des frontières russes et en mer Baltique, exposant le front arctique de Poutine. Newsweek a révélé l'information le 30 septembre, avec un rapport détaillant comment les États-Unis ont déployé plusieurs avions militaires en Norvège. Cela ne serait pas une grande nouvelle. La Norvège est membre de l'OTAN, et il n'est pas inhabituel que des avions y soient déployés, ainsi qu'ailleurs dans les régions nordiques et baltes. Mais ce qui rend ce déploiement particulier, c'est le type d'avion que les États-Unis ont envoyé. Ces avions ne sont pas de simples chasseurs que l'OTAN peut utiliser contre les incursions de drones et de jets russes. Les États-Unis ont déployé un avion pour traquer les sous-marins et espionner autour de la mer Baltique. Cet avion est le P-8 Poséidon de la marine américaine. Les États-Unis auraient envoyé plusieurs appareils pour surveiller les frontières russes et contrer les plans de Poutine en mer Baltique et Arctique. Le Kiev indépendant fournit les détails de base sur les capacités de cet avion, rapportant qu'il est utilisé à la fois pour la lutte anti-sous-marine, l'observation des navires de surface et la collecte de renseignements. Vous vous rappelez la flotte fantôme russe évoquée au début de la vidéo. Le P-8 Poséidon est l'avion idéal pour identifier et suivre les navires de cette flotte, les rendant ainsi moins utiles qu'aux à la Russie. L'Académie navale des États-Unis, ou United States Naval Academy, fournit plus d'informations. Elle indique que le P-8 Poséidon est un Boeing 737-800 ERX modifié, qui associe la fiabilité à un turboréacteur, afin d'offrir vitesse et puissance dans un même appareil. Le P-8 est également modulaire, car il dispose d'une architecture de système de mission ouverte, qui permet aux États-Unis d'ajuster et d'élargir son équipement et ses systèmes en fonction du type de mission à laquelle il participe. La fonction principale du P-8, c'est la surveillance, avec de nombreux outils dédiés. On y trouve divers capteurs, dont des systèmes acoustiques actifs multistatiques et passifs, utilisés pour détecter des sous-marins. L'appareil comprend aussi des capteurs infrarouges et un détecteur numérique d'anomalies magnétiques. En bref, le P-8 dispose de tout ce dont il a besoin pour attendre et observer ce qui se passe en dessous, cette gamme de capteurs lui permettant de se concentrer sur tout ce qui diffère de la normale. L'appareil est également utile en situation de combat, bien que de tels affrontements le verraient généralement s'attaquer à des navires et des sous-marins, plutôt qu'à des avions de chasse ou des appareils d'attaque. Les United States Naval Academy précisent que le P-8 possède une soute à armement à 5 stations, ainsi que 4 pylônes d'ailes et 2 centraux pour emporter des armes. Comme pour les équipements de surveillance, ces armes varient en fonction de la mission. Le P-8 peut transporter mines, torpilles, bombes et missiles de croisière, gérés par un système d'armement numérique. La Royal Navy du Royaume-Uni, également opératrice de cet avion, donne quelques détails en plus. Elle indique que les 2 moteurs CFM 567 du P-8 génèrent chacun 27 000 livres de poussée, permettant à l'appareil d'atteindre 563 miles par heure. Certes, cela reste modeste face aux avions de chasse traversant le mur du son. Mais pour un avion de la taille du P-8, c'est largement suffisant pour lui permettre de parcourir de vastes zones en peu de temps. Parfait par exemple, pour patrouiller la mer Baltique. Le P-8 atteint aussi 41 000 pieds d'altitude, lui permettant de surveiller sans être visible à l'œil nu depuis un navire russe. Si le P-8 était repéré ou attaqué, il possède plusieurs moyens de défense. Cela inclut un système d'alerte d'approche de missiles, des contre-mesures infrarouges, ainsi qu'un distributeur de contre-mesures dédié. Et l'appareil peut également être chargé avec 129 bouées sono qu'il peut larguer dans une mer ou un océan pour aider à la détection des sous-marins.
Le P-8 est un appareil très impressionnant, avec des capacités qui en font un véritable cauchemar pour les navires russes. Et maintenant, les États-Unis en envoient à plusieurs en Norvège, afin qu'ils puissent opérer en mer Baltique et près de l'Arctique, juste à la frontière de la Russie. Combien? C'est la question évidente. Le compte X Open Source Intelligence Technical aurait la réponse, ayant suivi des données confirmant l'arrivée de P-8 américains au terminal militaire de l'aéroport Gardermoen en Norvège. Selon le compte X, 2 ou 3 P-8 ont atterri sur la base le 23 septembre. Et pire pour la Russie, ces avions ne restent pas inactifs. Ils volent déjà dans des zones où la Russie ne souhaite pas leur présence. Des avions de patrouille P-8, Poséidon de la marine américaine, continuent de rôder ce soir, au large de l'enclave russe de Kaliningrad. Reports Techniques Open Source Intelligence. Plusieurs P-8 ont récemment été déployés à Oslo, à courte distance de la région baltique touchée par une invasion de drones. Newsweek ajoute qu'au moins un des P-8 a patrouillé la mer Baltique, allant jusqu'à la côte de Kaliningrad. On ignore si ce vol a vraiment violé l'espace aérien russe, contrairement à plusieurs drones et avions de chasse russes qui l'ont fait envers l'OTAN ces dernières semaines. Mais même si le P-8 était resté suffisamment éloigné de Kaliningrad pour que la Russie ne puisse pas se plaindre d'une incursion, la simple présence de cet avion en mer Baltique ne peut signifier que de mauvaises nouvelles pour Poutine. Cela montre à la Russie que l'OTAN surveille, et maintenant que l'OTAN surveille, elle va attendre que la Russie commette une erreur. Avec n'importe quoi. D'un navire appartenant à sa flotte fantôme jusqu'aux sous-marins qui patrouillent peut-être discrètement dans les eaux de la Baltique. Pire encore pour la Russie, le fait que ces avions viennent des États-Unis montre à Poutine que l'emprise qu'il pensait avoir sur le président américain Donald Trump n'existe plus. En réalité, ce n'est plus le cas depuis un certain temps. L'arrivée des P-8 dans la Baltique s'ajoute aux nombreuses mesures prises récemment par les États-Unis pour renforcer la défense de l'OTAN face à la Russie dans la région. Le 1er août, Donald Trump, frustré par Vladimir Poutine et ses alliés, a annoncé le déploiement de 2 sous-marins nucléaires en mer Baltique. Cette décision fait suite aux propos du porte-parole de Poutine, Dmitry Medvedev, qui a protesté contre la menace de Trump d'imposer des tarifs à tout pays achetant du pétrole russe. Chaque nouvel ultimatum menace et rapproche de la guerre, non entre la Russie et l'Ukraine, mais avec son propre pays. Ne suivez pas la voix de Joe l'endormi, a posté Medvedev sur X le 28 juillet. Que ce soit la menace ou la pique sur Joe l'endormi qui ait poussé Trump à agir, le président américain a rapidement réagi. Trump a déclaré sur Truth Social que des sous-marins nucléaires répondraient aux propos de Medvedev quelques jours plus tard, sur la base des déclarations très provocatrices de l'ancien président de la Russie, Dmitry Medvedev, qui est maintenant le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. J'ai ordonné que 2 sous-marins nucléaires soient positionnés dans les régions appropriées. Au cas où ces déclarations insensées et incendiaires seraient plus que de simples paroles, Trump a déclaré « Tout cela peut sembler être un jeu de représailles entre les États-Unis et la Russie. Cependant, cela ne change pas le résultat. » Les régions évoquées par Trump étaient sûrement la Baltique ou l'Arctique, ce qui convient parfaitement à l'OTAN. Le déploiement de ces sous-marins a renforcé sa posture défensive collective. Cela, pour autant que l'on sache, pourrait encore rôder sous les vagues de la mer Baltique. Un mois plus tard, les États-Unis ont envoyé un groupe aéronaval en Arctique pour un exercice militaire conjoint avec les forces norvégiennes. Ce déploiement a vu le groupe aéronaval américain entrer en mer de Barents, qui fait partie de l'Arctique et surtout est au large de la Norvège et de la Russie. Le déploiement comprenait les United States Ship Mahan et l'United States Ship Bainbridge, qui sont tous deux des destroyers de classe Harley Burke ayant déjà été affectés au porte-avions United States Ship Gerald R. Ford par le passé. Ce déploiement était temporaire. Les navires ont quitté la mer de Barents après l'exercice d'entraînement. Néanmoins, cela a servi de nouveau signal de la part des États-Unis, montrant qu'ils sont de plus en plus disposés à coopérer avec leurs alliés de l'OTAN, et qu'ils n'ont pas peur de projeter leur puissance en direction de Poutine. Avec l'arrivée des P-8 en Norvège, ce message est désormais gravé dans la pierre. Les États-Unis ne vont pas permettre à la Russie de faire tout ce qu'elle veut, dans une mer souvent qualifiée de lac de l'OTAN. Et maintenant, l'OTAN va pouvoir surveiller tout ce que fait la Russie en mer Baltique, et par extension dans l'Arctique, aussi bien au-dessus qu'en dessous des vagues. Les chasseurs de sous-marins sont à la frontière russe et actifs. Cela a plusieurs implications pour Poutine et ses ambitions en Baltique et Arctique, à commencer par l'essentiel. 2 ou 3 P-8 en Norvège, c'est énorme pour la mission de police aérienne de l'OTAN en mer Baltique. Indépendamment de ce déploiement,
Les États-Unis participent à cette mission depuis un certain temps. En juillet, Newsweek signale qu'un autre P-8 a été envoyé à la base de Keflavik en Islande pour une mission OTAN nommée Baltic Sentry. Il y a de fortes chances que ce dernier déploiement de P-8 fasse quelque chose de similaire en ce qui concerne l'aide apportée aux forces de l'OTAN pour contrer les tentatives de la Russie de déstabiliser la région baltique avec ses tactiques de guerre hybride. C'est tout l'objectif de la police aérienne de l'OTAN, que l'organisation décrit comme une mission en temps de paix visant à préserver la sécurité du ciel des Alliés. C'est une tâche collective qui implique la présence continue, 24 heures sur 24, 365 jours par an d'avions de chasse et d'équipage prêts à réagir rapidement à d'éventuelles violations de l'espace aérien. Les IFEBO-8 ne feront pas partie des équipes d'intervention pour ce genre d'incident. Ils ne sont pas conçus pour affronter des avions de chasse. Cependant, ils viendront renforcer ce qui constitue en fait un système d'alerte précoce pour la police aérienne de l'OTAN, en plus d'être capables de suivre les navires et sous-marins russes que les forces navales de l'OTAN pourraient avoir à affronter. Ce type de présence renforcée dans la Baltique et sur tout le flanc et de l'OTAN est vital. La Russie s'est livrée à beaucoup d'activités douteuses tout au long du mois de septembre. Les incursions de drones et d'avions de chasse dans l'espace aérien de l'OTAN sont devenues une tactique courante de la Russie ce dernier mois. Euronews rapporte qu'au moins 10 pays européens ont connu ce type d'incursion au cours des 2 derniers mois, dont beaucoup ont eu lieu en septembre. L'envoi de 19 drones russes en Pologne a fait la une, mais la Russie a récemment employé des méthodes similaires en Roumanie, Allemagne, Danemark et France. Les P-8 ne sont pas conçus pour combattre les drones. Ils ne sont même pas faits pour les repérer, même s'ils pourraient probablement remplir ce rôle si nécessaire. Ces 2 affirmations peuvent amener à se demander quel est le lien entre les incursions de drones russes et l'arrivée des P-8 en Norvège. Tout cela revient à la flotte fantôme de la Russie. Récemment, l'Ukraine a révélé que cette flotte, censée seulement contourner les sanctions pétrolières, poursuit désormais un but plus néfaste. Ces navires sont utilisés pour lancer les mêmes drones qui pénètrent désormais dans l'espace aérien européen. Découvrez les affirmations de l'Ukraine dans notre vidéo dédiée à ce problème. Quant aux P-8, ils ne peuvent peut-être pas faire grand-chose contre les drones, mais ils peuvent localiser les navires de la flotte fantôme. Cela en fait un outil précieux face à la nouvelle stratégie de drones russes, comme pourraient le prouver les P-8. Non seulement ces navires de la flotte fantôme naviguent en Baltique, mais la Russie les utilise aussi pour ses attaques de drones. Il y a aussi les sous-marins. Suivre les navires sous-marins russes dans la Baltique est peut-être la principale raison pour laquelle les États-Unis ont envoyé des P-8 en Norvège. Cependant, des questions subsistent quant au nombre exact de sous-marins que ces avions devront rechercher. À une époque, la flotte russe de la Baltique possédait de nombreux sous-marins. Au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique entretenait environ 130 sous-marins qui opéraient à tous au sein de la flotte de la Baltique. La fondation Carnegie souligne que cette époque est révolue. Aujourd'hui, la Russie n'utilise plus qu'un sous-marin d'attaque diesel électrique dans sa flotte baltique. Ce qui amène à se demander pourquoi 3 P-8 sont allés en Norvège. Il serait plus juste de dire que la Russie n'exploite qu'un sous-marin connu en mer Baltique, mais il pourrait y en avoir d'autres. Lutter contre la flotte fantôme est une autre raison du déploiement de ces avions en Norvège, renforçant la défense de l'OTAN, comme nous venons de le voir. Une autre raison de l'arrivée des P-8 en Norvège est que l'OTAN ne surveille pas uniquement les actions de la Russie en mer Baltique. Un autre front potentiel est à son ordre du jour, sur lequel la Russie a beaucoup insisté ces dernières années. La Norvège arctique fait vraiment partie de l'Arctique, du moins en partie. Le cercle arctique traverse le comté de Nordland, au nord de la Norvège. Cela donne à la Norvège un intérêt direct dans ce qui se passe dans l'Arctique, et comme la Norvège est une nation de l'OTAN, cela donne aussi à l'OTAN un intérêt direct. La mer Baltique est aussi reliée à l'Arctique par le canal de la mer Blanche à la Baltique. Construit par la Russie, ce canal fonctionne depuis 1933, ce qui signifie essentiellement que la Russie a construit sa propre connexion entre 2 régions dans lesquelles elle a ses propres intérêts. On pourrait croire que ce qui se passe dans la Baltique concerne uniquement l'Europe de l'Est et du Nord. En réalité, tout ce que les P-8 américains détectent en Baltique pourrait aussi l'être en Arctique, et inversement. C'est aussi dans l'Arctique que les capacités de chasse aux sous-marins du P-8 vont s'avérer très utiles. Selon le réseau d'analystes stratégiques, la flotte du Nord russe est la principale force navale opérant dans l'Arctique. Les sous-marins constituent une part énorme de cette flotte, au point que la flotte compte plus de sous-marins que de navires de surface.
La flotte du nord russe compte environ 25 sous-marins pour 20 navires de surface, ce qui crée un problème évident pour l'OTAN. Bien sûr, l'OTAN veut savoir ce que font ces sous-marins dans l'Arctique. Cependant, l'existence du canal mentionné précédemment signifie aussi qu'il est possible que la Russie envoie des sous-marins de l'Arctique vers la mer Baltique sans être détectés. Si cela se produit, l'OTAN veut le savoir. Le nouveau P8 en Norvège s'en assurera. En revenant spécifiquement sur l'Arctique, la Russie n'a jamais caché son désir d'exploiter cette région. Le réchauffement climatique et la fonte de la glace arctique ouvrent peu à peu de nouvelles routes maritimes dans l'Arctique. En plus de permettre potentiellement l'accès à des ressources naturelles que la Russie aimerait contrôler. Le Conseil de l'Atlantique a précisé dans un article d'avril que contrôler la route maritime du nord de l'Arctique est si essentiel pour le Kremlin que Vladimir Poutine a fait de la militarisation de la région une priorité. Moscou considère la route maritime du Nord comme faisant partie de l'infrastructure nationale de transport de la Russie et a cherché à contrôler l'accès à la navigation pour les autres nations, ajoute le Conseil, ce qui est clair sur ce que la Russie veut vraiment faire, prendre le contrôle du transport maritime dans l'Arctique. La Russie ne peut pas légitimement revendiquer toute la route maritime du Nord comme ses eaux territoriales, car elle est trop vaste. Alors elle se militarise, elle essaie d'utiliser ses sous-marins, pour intimider toute autre nation qui pourrait contester les ambitions arctiques de la Russie. Les États-Unis, avec des intérêts en Arctique, comme le Canada et la Norvège, pourraient utiliser leur P8 pour lancer le défi que Poutine redoutait. Au moins, l'OTAN comprendra mieux les activités réelles des sous-marins russes dans l'Arctique. Associé à la mission en Baltique, cela pourrait suffire. Cependant, un point mentionné plus tôt dans la vidéo reste pertinent. Open Source Intelligence Technique a suivi la première sortie du P8 jusqu'aux abords de l'enclave russe de Kaliningrad, coincée entre la Pologne et les États des Baltes. Kaliningrad est une autre menace russe que l'OTAN souhaite surveiller de près. Kaliningrad a certainement une importance stratégique rien qu'en raison de sa position. Cela donne à la Russie un meilleur accès à la Baltique, rejoignant les arguments sur les avantages d'une présence de P8 dans la région. Au-delà de cela, ce petit territoire, qui selon l'Institut naval des États-Unis ne mesure que 5800 miles carrés, abriterait plusieurs missiles tactiques Iskander de la Russie. Ces missiles au coup de feu ont une portée de 310 miles et sont capables de transporter des ogives nucléaires. Donc, toute surveillance fournissant des informations sur ce qui se passe ou non avec ces missiles sera utile à l'OTAN. Les P8 actuellement en Norvège pourraient être en mesure de fournir de tels renseignements, au minimum. Les avions américains pourront suivre les navires entrant et sortant de Kaliningrad, ce qui pourrait à son tour fournir des informations sur ce que la Russie envoie précisément vers son enclave. Les États-Unis ont des préoccupations concernant Kaliningrad, tout comme ils en ont concernant l'Arctique et la mer Baltique. Ces préoccupations ont pris la forme d'une menace voilée. En juillet, le général Chris Donoghue, commandant de l'armée américaine en Europe et en Afrique, a informé la Russie que l'OTAN pourrait prendre Kaliningrad en un temps record. L'enclave russe est l'une des régions les plus militarisées d'Europe, selon le Kiev Independent. C'est aussi l'origine d'une multitude de tactiques de guerre électroniques, dont la plupart tournent autour du brouillage et du leur Global Positioning System. Elles ont touché navires et avions en Baltique depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Les P8 qui surveillaient en Kaliningrad peuvent être considérés comme une extension de ce qui était probablement leur mission principale en mer Baltique. L'enclave reste une priorité. Sinon, le premier déploiement de P8 depuis son arrivée en Norvège n'aurait pas été si proche des frontières de Kaliningrad. Au final, les USP-8 n'ont fait que renforcer la présence de l'OTAN dans plusieurs régions clés, et seul le temps dira ce que ces appareils finiront par faire. Les États-Unis ont réalisé un coup de force majeur, bouleversant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont choisi de partager avec l'Ukraine des informations sur des cibles en Russie, aidant ainsi Kiev à détruire davantage d'infrastructures du Kremlin. C'est une décision audacieuse et décisive qui entraînera inévitablement des conséquences importantes. Cela pourrait finalement être la décision qui anéantira la Russie. Voici une explication complète de ce qui s'est passé et de ce que cela signifie pour l'avenir. Le 1er octobre, des rapports de nombreux médias, dont Reuters et le Wall Street Journal, l'ont confirmé. Le gouvernement américain a autorisé ses agences de renseignement, ainsi que le Pentagone, à aider l'Ukraine à cibler et à détruire des infrastructures énergétiques russes. Des responsables internes indiquant que Kiev recevra des renseignements américains sur les raffineries, oléoducs et centrales russes, même loin des frontières ukrainiennes. En d'autres termes,
L'Amérique s'apprête à faciliter considérablement le lancement de drones et de missiles par l'Ukraine, au cœur même des éléments qui alimentent l'industrie énergétique russe et soutiennent son économie. Cette décision est d'une importance majeure. Ceux qui suivent de près la guerre savent déjà que l'Ukraine cible régulièrement les infrastructures énergétiques russes depuis plusieurs semaines et mois. À de nombreuses reprises, des rapports ont révélé comment les attaques de drones à longue portée de l'Ukraine ont endommagé les raffineries de pétrole, les pipelines, les dépôts de carburant et les installations de stockage russes. La Russie a mis du temps à ressentir les effets, obligeant l'Ukraine à patienter. Elle a choisi ses cibles avec soin et exécuté ses plans à la perfection. Elle a choisi les meilleurs moments et lieux pour frapper et causer un maximum de dégâts. Tout cela en affrontant des assauts constants et des bombardements nocturnes ennemis. L'impact des frappes de Kiev commence enfin à se faire réellement sentir. Selon les statistiques du 28 septembre, environ 38% de la capacité de raffinage pétrolier russe est hors service, à cause des attaques de drones ukrainiens. Cela équivaut à 338 000 tonnes de pétrole par jour, avec une baisse totale de la production d'essence d'1 million de tonnes. Et environ 70% de cela, soit 236 000 tonnes par jour, est le résultat direct des frappes de drones ukrainiens, selon l'agence d'analyse Siala. Désormais, le marché intérieur du carburant en Russie n'a plus assez d'approvisionnement pour répondre à la demande. Il manque environ 20% pour répondre aux besoins du pays, et le peuple russe en subit les conséquences. Dans un nombre croissant de régions à travers le pays, des pénuries sont signalées et les prix s'envolent. Certaines personnes du public doivent même se tourner vers des fournisseurs du marché noir simplement pour obtenir le carburant dont elles ont besoin pour survivre. Selon l'économiste russe Vladislav Inoziemtsev, plus de 300 détaillants de carburant indépendants ont été contraints de fermer depuis le mois de mai à la suite directe des actions de l'Ukraine. Certains doivent prendre des mesures drastiques pour rester ouverts, comme limiter le carburant par achat, interdire les jerrycans ou réserver l'accès aux clients fidèles avec carte. Et cette crise ne fait qu'empirer au fil des jours. En effet, les derniers rapports en provenance de Russie ont révélé que Moscou se prépare désormais à imposer des restrictions sur les exportations de diesel, après l'interdiction d'exportation d'essence imposée plus tôt cette année. Les problèmes d'approvisionnement s'aggravent, même dans de grandes villes comme Nijni Novgorod, la 6e de Russie, qui en subit les conséquences. Dans certains lieux, les conducteurs attendent dans des files dépassant 100 voitures, parfois toute la nuit. Ainsi, ils ont le carburant nécessaire pour aller au travail et en revenir le lendemain. Et cela n'affecte pas seulement les régions occidentales de la Russie ou les territoires occupés de l'Ukraine. Même dans l'extrême-orient, littéralement à des milliers de kilomètres des lignes de front du conflit. Les Russes peinent de plus en plus à obtenir du carburant, et le gouverneur Alexei Maslov a demandé d'arrêter les achats de panique. Cette crise du carburant touche aussi la machine de guerre du Kremlin, pas seulement les citoyens. Cela rend beaucoup plus difficile pour la Russie de transporter des troupes et des fournitures d'un endroit à l'autre et de maintenir la fluidité de sa logistique militaire. Le commandant en chef de l'Ukraine, Oleksandr Syrsky, l'a confirmé le 25 septembre, déclarant « Les capacités du complexe militaro-industriel de l'ennemi ont été considérablement réduites. On le voit sur le champ de bataille. La crise du carburant en Russie impacte directement la logistique et l'approvisionnement de son armée. Même en Russie, les partisans du Kremlin et les nationalistes ne peuvent plus ignorer la dure réalité de la situation. » Maxime Kalichnikov, un propagandiste bien connu, l'a récemment admis. La situation empire, la crise du carburant s'aggrave. Les voix appelant à passer à la consommation russe via des coupons, principalement des cartes de carburant, se font entendre de plus en plus. Pendant ce temps, au plus haut niveau, dans les couloirs du Kremlin lui-même, les responsables gouvernementaux s'efforcent de trouver des solutions aux problèmes. Le vice-premier ministre Alexandre Novak élabore des plans pour supprimer les droits d'importation sur le carburant venant de pays asiatiques, comme la Chine et la Corée du Sud, et de réintroduire un additif augmentant l'octane, interdit depuis 2016. Dans une tentative désespérée d'étendre l'approvisionnement intérieur, la Russie compte également sur la Biélorussie pour fournir des importations supplémentaires de carburant dans les jours et semaines à venir afin de compenser ces problèmes de production. Les achats depuis la Biélorussie ont déjà augmenté de 36% par rapport à l'an dernier. Les responsables du Kremlin continuent également de dire au public que tout va bien, Novak ayant récemment affirmé que la situation est sous contrôle.
Mais les faits et statistiques montrent une réalité bien différente. Le peuple russe n'est pas dupe. Ils sont peut-être confrontés à la propagande dirigée par le Kremlin, à la télévision et à la gamme de plus en plus limitée de sites web qu'ils sont autorisés à consulter. Mais ils peuvent aussi voir de leurs propres yeux que les prix du carburant et d'autres biens essentiels du quotidien augmentent de jour en jour, et que l'économie de leur pays devient de plus en plus faible. Et cela ne risque pas de s'améliorer de sitôt. En effet, le ministère des Finances de la Russie a récemment proposé d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée, de 20 à 22% en 2026, afin de générer environ 13 000 milliards de roubles, soit 155 milliards de dollars chaque année. Les responsables jugent cette étape nécessaire pour réduire le déficit budgétaire fédéral russe, qui a atteint la somme stupéfiante de 488 000 milliards de roubles, soit 611 milliards de dollars entre janvier et juillet de cette année. Cependant, la réalité est que même si la Russie trouve quelques solutions temporaires à ses problèmes financiers et énergétiques, elle ne pourra pas effacer tous ces dégâts infligés à son économie et à son industrie énergétique. Elle rencontre de graves problèmes structurels, conséquence des choix stratégiques avisés de l'Ukraine pour cibler et éliminer les cibles majeures. Et l'Ukraine a accompli tout cela, plus ou moins par ses propres moyens. Certes, elle a reçu un fort soutien des alliés occidentaux, mais a dû utiliser ses propres renseignements et ressources pour cibler l'infrastructure énergétique russe et organiser des attaques, recourant surtout à ses drones nationaux pour causer des dégâts. Malgré la nécessité de faire face à des attaques russes quasi constantes de drones et de missiles, ainsi que de s'enterrer le long des lignes de front pour empêcher les troupes du Kremlin d'accéder à des lieux importants comme la ville de Donetsk, Pokrovsk, les forces ukrainiennes ont, d'une manière ou d'une autre, trouvé le temps et la capacité de démanteler l'industrie pétrolière russe. D'après le Kiev Post, au moins 21 attaques ont visé des raffineries de pétrole russes du 1er août au 19 septembre. Certaines de ces installations ont été frappées 2 voire 3 fois pendant cette période relativement courte. Rien qu'en septembre, 4 grandes installations ont été touchées, dont l'usine Karechis-Kinev dans la région de Leningrad, qui est la 2e plus grande raffinerie de toute la Russie. En plus de la raffinerie Rosneft-Rizan, qui fait partie des 5 plus grandes de son genre. Ces 2 sites ont fermé après les attaques de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de frapper l'industrie pétrolière russe, déclarant les sanctions les plus efficaces, celles qui fonctionnent le plus rapidement. Ce sont les incendies dans les raffineries de pétrole russes, ces terminaux, ces dépôts de pétrole. Nous avons fortement limité l'industrie pétrolière russe, ce qui freine aussi la guerre. Imaginez l'efficacité accrue de l'Ukraine et les dégâts supplémentaires qu'elle causerait au pétrole russe avec le renseignement américain. Les États-Unis possèdent non seulement la plus grande puissance militaire mondiale, mais dominent aussi le renseignement. Ils disposent des moyens et de l'expérience nécessaires pour recueillir des renseignements de la manière la plus efficace, efficiente et précise possible, ce qui leur a donné un avantage crucial lors de nombreuses missions militaires par le passé. L'Ukraine a déjà bénéficié du renseignement américain dans la guerre jusqu'à présent, mais l'Amérique n'a fourni des renseignements qu'en rapport avec la connaissance de la situation sur le champ de bataille à l'intérieur des frontières de l'Ukraine, dans des territoires contestés comme Donetsk et Louhansk. Elle n'a pas encore donné à Kiev de données concernant des emplacements à l'intérieur de la Russie. Mais tout cela va changer bientôt. Un responsable a indiqué au Wall Street Journal que les agences attendent juste l'accord écrit final de la Maison-Blanche pour transmettre les données à l'armée ukrainienne. Cette approbation pourrait arriver à tout moment, ce qui signifie que l'Ukraine pourrait être à seulement quelques jours, voire quelques heures, de recevoir son plus grand soutien en matière de renseignement depuis le début de la guerre. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis encourageraient également les alliés de l'OTAN à suivre leur exemple et à partager eux aussi leurs propres renseignements avec Kiev. Soudain, les forces ukrainiennes pourraient obtenir de nombreuses informations précieuses sur des cibles clés au cœur du territoire russe. Alors, la bataille penchera inévitablement pour l'Ukraine. Grâce à de nouveaux renseignements, les forces ukrainiennes seront plus efficaces et redoutables pour choisir leurs cibles, planifier et exécuter leurs attaques. Ils pourraient rayer de la carte de nombreux autres objectifs liés au pétrole et au carburant, paralysant encore davantage l'industrie énergétique et aggravant les pénuries de carburant. Et littéralement, mettre la Russie à feu, laissant le Kremlin dans un état de chaos et de catastrophe, sans réponse et sans issue. La Russie
quant à elle, qui a déjà montré une grande fragilité et a eu du mal à repousser les drones ukrainiens jusqu'à présent, aurait inévitablement encore plus de difficultés à prévoir les mouvements de Kiev et à prendre les mesures nécessaires pour protéger ses infrastructures énergétiques si elle devait contre-attaquer non seulement les services de renseignement ukrainiens, mais aussi ceux des États-Unis et de l'OTAN. Cette décision devrait aussi effrayer Vladimir Poutine lui-même. C'est la preuve la plus claire que les États-Unis de Donald Trump ont radicalement changé de position sur la guerre. Jusqu'à présent, Donald Trump voulait principalement se concentrer sur la fin de la guerre, par des négociations diplomatiques, rencontrant à la fois Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, et tentant de conclure un accord dans lequel l'Ukraine céderait une partie de ses territoires. Il a parlé, par exemple, du maintien de la Crimée par la Russie, et a soutenu que l'Ukraine devrait sacrifier d'autres régions, comme Donetsk et Louhansk, afin de mettre fin au conflit. Cependant, ces dernières semaines, tout a changé. Trump serait de plus en plus en colère et frustré envers Poutine, prenant ses distances avec lui et promettant désormais son soutien à l'Ukraine. Début septembre, l'administration a approuvé un important paquet d'armes et d'aides pour Kiev, à financer par les nations de l'OTAN. Puis, le 23 septembre, Trump a fait une révélation fracassante sur son site de médias sociaux Truth Social, déclarant que l'Ukraine pourrait récupérer toutes les terres perdues au profit de la Russie au cours de la guerre. Jusqu'à présent. Après avoir compris la situation militaire et économique entre l'Ukraine et la Russie, et constaté les difficultés économiques pour la Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de reprendre toute l'Ukraine dans sa forme d'origine. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe, notamment de l'OTAN, un retour aux frontières d'origine, où la guerre a débuté, est envisageable. Le président des États-Unis a qualifié la Russie de tigre de papier, critiquant sa guerre inutile et promettant plus de soutien américain à l'OTAN et à l'Ukraine. Avec Donald Trump désormais prêt à partager des renseignements avec Kiev, il semble qu'il en ait assez de parler, et qu'il soit prêt à prendre des mesures audacieuses et significatives pour mettre fin à cette guerre par tous les moyens nécessaires. Il y a juste un problème. Même avec le renseignement américain de son côté, l'Ukraine a toujours besoin des armes nécessaires pour mener des frappes en profondeur et à longue portée sur les infrastructures russes. Ces drones ont été efficaces jusqu'à un point, mais cela ne permet pas forcément d'infliger le genre de dégâts sérieux et durables qui mettraient réellement le Kremlin à genoux. Elle fait aussi face à des restrictions sur l'utilisation de certaines armes fournies par ses alliés occidentaux. Les États-Unis exigent que les forces ukrainiennes obtiennent une autorisation pour chaque tir de missile ATACMS sur une cible russe. Les livraisons d'ATACMS sont bloquées depuis un moment. L'Ukraine ne dispose pas des missiles nécessaires pour atteindre des cibles à plusieurs centaines de kilomètres au-delà de ses frontières, malgré les ATACMS fournis par ses alliés, et les Storm Shadows ont aussi une portée limitée. Cependant, cela aussi pourrait bientôt changer. Parce que les États-Unis ne se préparent pas seulement à partager des renseignements avec l'Ukraine. Ils envisagent également de fournir à Kiev certains des missiles de croisière les plus puissants connus de l'homme, les Tomahawk. Réputés pour leur portée remarquable, les missiles Tomahawk peuvent parcourir jusqu'à 1600 km pour atteindre leur cible. L'Ukraine développe des missiles longue portée comme le Flamingo et le Long Neptune, mais manque d'infrastructures pour les produire massivement. Elle ne peut donc pas planifier de nombreuses frappes en profondeur sur le sol russe. Cependant, avec un important lot de Tomahawk, elle pourrait agir aussitôt. Identifier et neutraliser, avec une grande précision et puissance, les cibles énergétiques majeures, à des centaines de kilomètres, en Russie, y compris autour de Moscou. Les Tomahawk ont non seulement une portée incroyable, mais aussi une grande agilité, pouvant atteindre 570 miles à l'heure et effectuer des manœuvres pour éviter les intercepteurs ennemis. Ils suivent des trajectoires de vol à basse altitude pour éviter d'être détectés par les radars ennemis et les systèmes de défense aérienne. Ils sont remarquablement efficaces pour atteindre leurs cibles, et chacun a la capacité de transporter des ogives explosives pesant jusqu'à 1000 livres. Alors, lorsque ces missiles frappent, ils ont le pouvoir de réduire des structures entières en poussière et en décombres. Les aérodromes, les dépôts de munitions, les raffineries de pétrole, les installations de stockage de carburant, tous ces types de cibles n'ont aucun moyen de résister à une frappe directe d'un missile Tomahawk. Des années de preuves le confirment, les Tomahawk ayant été utilisés par les États-Unis depuis les années 1990. Ils ont détruit d'innombrables cibles dans des pays comme l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et la Syrie. Bientôt, cela pourrait aussi arriver en Russie, selon le vice-président américain, J.D. Vance, lors d'une interview à Fox News le 28 septembre, non ?
C'est une décision que le président va prendre. La décision finale lui revient. Ce que le président va faire, c'est ce qui est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique, a ajouté Vance par la suite. Je sais que nous sommes en train d'avoir des discussions à l'instant même à ce sujet. Aucune décision finale n'est prise, mais les États-Unis envisagent sérieusement de fournir à Kiev des Tomahawk ou peut-être des missiles Barracuda, tous deux affichant des vitesses subsoniques et une portée allant jusqu'à 580 miles. L'Allemagne a également promis plus de soutien à l'Ukraine pour les armes à longue portée. Une fois Kiev équipé de ces armes et guidé par le renseignement américain, ses forces seront presque inarrêtables. Armés et informés, ils auront tout pour frapper la Russie là où ça fait le plus mal. En frappant les sites les plus précieux et les plus importants, en détruisant une installation énergétique après l'autre. Dès lors, une véritable réaction en chaîne d'événements est probable. D'autres attaques viseront des sites énergétiques en Russie, réduisant davantage la production pétrolière. Cela aura des répercussions sur l'économie, qui s'affaiblira, et sur la population russe, dont la qualité de vie et le pouvoir d'achat baisseront. Le ressentiment et la frustration envers le Kremlin augmenteront inévitablement, car la population cherchera quelqu'un à blâmer. Même les oligarques et nationalistes ayant soutenu Vladimir Poutine pourraient finir par se retourner contre lui, estimant que trop, c'est trop. À ce moment-là, même Vladimir Poutine, qui a fait tant de déclarations audacieuses sur l'Ukraine appartenant à la Russie et qui n'a montré presque aucune réelle volonté d'arrêter la guerre, pourrait être contraint d'admettre la défaite et de s'asseoir à la table des négociations pour mettre fin à cette bataille sanglante. Découvrez-en plus sur l'envoi possible de missiles Tomahawk américains en Ukraine dans notre vidéo qui détaille leurs spécifications techniques et leur efficacité sur le terrain. Pour voir à quel point la vie est difficile pour Vladimir Poutine, regardez cette vidéo explicative. Même des partisans du Kremlin et des nationalistes pro-Poutine commencent lentement à se retourner contre leurs dirigeants. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications, afin d'être parmi les premiers au monde à découvrir les dernières grandes nouvelles et évolutions de cette guerre et d'autres conflits militaires majeurs dans le monde.